Regardons maintenant les recherches en C dans une boucle simple, un for dans lequel on cherche du début à la fin. Et ensuite, on va regarder un peu comment on peut améliorer avec une recherche dichotomique. On va faire un autre test après ça dans lequel on va améliorer cette recherche dichotomique-là. Une recherche dichotomique, c'est un binary search pour ceux qui sont familiers avec le terme anglais. Un quatrième exercice, on va voir encore comment on peut l'améliorer à nouveau. Et à la fin, j'ai créé un petit shell script en Dash pour montrer qu'on peut encore être plus performant. Donc, on va aller de plus performant en plus performant. Très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit logiciel de monitoring des performances pour voir justement ça va être quoi la charge sur les CPU ou la charge sur la mémoire. Le réseau, on n'y touche pas pour l'instant. On va juste jouer au niveau CPU mémoire aujourd'hui. Je vais regarder l'exercice numéro un. Donc, ce premier exercice se veut un peu débutant et plus on avance dans les exercices, plus notre programme va être complexe et peut-être s'adresse à des techniques plus avancées en allant au fur et à mesure. Et on va voir aussi que notre programme est de plus en plus performant, peut faire de plus en plus de recherches dans un même laps de temps ou des fois dans un meilleur laps de temps. Donc, j'inclus les trucs de base. Je vais avoir environ 400 000 mots dans mon dictionnaire. Je vais revenir justement pour vous montrer le dictionnaire. C'est un dictionnaire français. Donc, à peu près tous les mots de la langue française sont là. Et il y a 369 000 mots dans ce dictionnaire. Donc, voilà pourquoi je me définis une table avec environ 400 000 éléments dans ma table. Et je vais aller accueillir dans cette table-là l'ensemble de mes mots. Il n'y a aucun mot qui dépasse 30 caractères, donc ma table va être suffisante. Et puis je vais avoir un compteur qui me dit, OK, j'ai lu le premier mot, je l'ai mis dans la table, j'ai lu le deuxième, puis à la fin, je vais savoir qu'il y a 389 000 mots ou 369 000. Bref, j'aurai deux fonctions. La première qui va être d'amener le dictionnaire en mémoire. Et la deuxième, c'est une recherche simple. Ce que j'entends par simple, c'est une book for qui regarde chacun des éléments jusqu'à ce qu'il trouve mon mot pour dire oui, ton mot existe dans le dictionnaire. Ou à la fin, s'il ne l'a pas trouvé, il va me dire ben non, j'ai pas trouvé ton mot dans le dictionnaire. Pour l'exercice, ma fonction principale va appeler load le dictionnaire et je vais faire 6 recherches dans le... Ici, j'ai fait une book for parce qu'au début, je vais commencer par un pour voir si mon programme fonctionne. Mais éventuellement, je pourrais le mettre à 10 pour chercher ces mots-là 10 fois. Donc, faire 60 recherches de mots dans un dictionnaire d'environ 400 000 mots. Je vais chercher le mot absorber. Ensuite, un mot qui n'existe pas vraiment. Ensuite, je vais chercher le mot manger. Un autre mot qui n'existe pas. Le mot zooplancton. Puis ensuite, un autre mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Donc, tout ça pour tester un peu un mot qui est dans le début, un mot qui est vers le milieu, puis un mot qui est vers la fin, et des mots qui n'existent pas. Donc, ça me fait une certaine variété. L'autre dictionnaire, j'ai un file descripteur, j'ai le mot courant. J'ouvre mon fichier en lecture, j'initialise le nombre de mots. Je vais aller chercher une chaîne de caractères dans mon file descripteur, dans le fichier que je viens d'ouvrir. Et maximum le nombre de caractères, évidemment. Et je vais le mettre dans la variable courant. Je vais aller voir si le dernier caractère dans cette variable-là est un line feed. Parce que tous mes mots, je sais, je l'ai vérifié avant, j'ai le mot et j'ai le line feed. Mais le line feed, j'aimerais l'enlever. Donc, si j'ai le line feed dans mon mot, le dernier caractère, je mets un 0, le caractère nul, qui en C identifie la fin de la chaîne de caractères. Une fois que mon mot il est lu en mémoire, puis on a coupé le backslash n, j'ai mon mot propre, je le mets dans mon dictionnaire
et j'incrémente mon compteur de mots pour dire, bon, ben ça y est, j'ai un mot maintenant, je suis à 1. Je vais aller lire le deuxième, je vais faire la même chose, le troisième, jusqu'à ce que j'ai fait les 369 000 mots. Et à la fin, je vais écrire, le dictionnaire est en mémoire et il y a X nombre de mots. Et ça, c'est ma fonction de recherche. Donc, quand j'appelle Simple Search, je lui passe un mot en paramètre, le mot absorbé au début, qui était mon premier mot. Alors, je vais initialiser ma boucle. Je me mets un flag à false et un compteur à 0. Et pour chaque mot qu'il y a dans le dictionnaire, TB-DIC, indice compteur, pour chacun des mots qu'il y a de 0 jusqu'à ce que le compteur soit égal au nombre de mots, je vais faire un strcmp. Cette fonction-là, c'est string compare. Donc, elle compare deux chaînes de caractères. Donc, j'ai un mot que mon utilisateur recherche et j'ai le premier mot du dictionnaire. Donc, je regarde, est-ce que c'est le même mot? Non, c'est pas le mot absorbé. Je vais chercher le deuxième mot du dictionnaire, je compare, non, c'est toujours pas le mot absorbé. Je vais chercher le troisième, etc. Et à un moment donné, je vais tomber sur ce mot-là. Et string compare, lorsque le mot ou les mots sont identiques, me retourne 0. Et là, je vais dire, c'est bon, mon flag égale true. Et dans le cas où flag égale true, j'écris le mot absorbé existe. Mais si j'écris X, Y, Z, 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 je vais devoir comparer tous les mots du dictionnaire jusqu'à la fin. Et même si mon mot c'est ha 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 b c, je vais devoir aller jusqu'à la fin du dictionnaire. Et à la fin du dictionnaire, ben, je vais me rendre compte qu'il n'existe pas. Et je vais dire le mot ha 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 b c n'existe pas. Donc c'est un peu le but de l'exercice ici. Regardons un peu comment tout ça fonctionne. Donc, je vais compiler mon exercice numéro 1. Je lance mon search. Et on voit ici, le dictionnaire est en mémoire. Il y a 369 086 mots. Absorber existe, lui n'existe pas. Manger existe, lui n'existe pas. Zooplancton existe et lui n'existe pas. Alors, mon programme fonctionne bien. Si je mets la commande time devant, je vois que ça a pris 6 centièmes de seconde à s'exécuter. Donc, en 6 centièmes de seconde, on est capable de mettre en mémoire près de 400 000 mots en enlevant le backslash n à chacun. Et on est capable de faire 6 recherches dans tout le dictionnaire pour confirmer si un mot existe ou pas. Donc, c'est assez... Le C, le langage C est un langage très performant quand même. Plutôt qu'un, on va augmenter le nombre de mots. On va mettre ça à 500. On va regarder voir maintenant qu'est-ce que ça nous donne avec 500 mots. On recompile. On exécute. Je fais CTRL-C pour envoyer tout ça dans /dev/nul. Donc on voit ici qu'il n'y a pas un grand impact sur la mémoire d'amener 400 000 mots en mémoire. Par contre, il y a un impact, un core ici qui travaille à 100%. Je vais le repartir pour qu'on le voit bien. Donc j'ai le core ici qui est à 100%. Et ça arrive que le système d'exploitation peut parfois nous changer de core. Ici, on reste toujours sur le même, mais ça se peut qu'on change à l'occasion. Mais voilà, on voit maintenant que notre programme prend à peu près 13 secondes à s'exécuter. Et au niveau CPU, on le sent. Quand il s'exécute, on a un de nos 4 cores qui absorbe la charge. Parce que notre programme est single thread. Donc, il n'y a qu'un seul thread et qu'un seul CPU qui travaille à la fois, même si on en a 4. Et puis, au niveau de la mémoire, ça n'a rien changé. Allons-y maintenant avec l'exercice numéro 2. Donc, faut se souvenir, excusez-moi, là, je
Je fais un petit recul. Il faut juste se souvenir que 500 mots, en fait, c'est pas 500 mots, c'est 500 itérations de notre boucle. Et notre boucle vérifie 6 mots. Donc 500 multiplié par 6, on a plutôt 3000 search, 3000 recherches dans le dictionnaire. On a fait 3000 recherches en 13 secondes. On a loadé le dictionnaire de 400 000 mots et on a fait 3000 recherches. Tout ça nous a pris 13 secondes environ. On a deux échantillons, les deux tournent autour. Ben, si on fait une moyenne, c'est environ 13 secondes. Je vais aller avec l'exercice numéro 2 maintenant. L'exercice numéro 2, même type de tableau, même dictionnaire qu'on amène en mémoire. La différence, c'est que je n'utiliserai pas Simple Search cette fois-ci pour faire ma recherche dans le dictionnaire. Je vais loader le dictionnaire pareil comme avant, en enlevant les backslashes, ça n'a pas changé. Par contre, je vais faire une recherche dichotomique. C'est une autre façon de chercher. Je vais vous l'expliquer un peu plus bas. Ma fonction main est restée la même. Donc, l'idée, c'est de loader le dictionnaire et de chercher les 6 mêmes mots, parce qu'étant donné que je veux comparer mes deux programmes, je veux chercher les mêmes mots et les mêmes mots qui sont pas bons. Alors comme ça, je sais que je cherche la même chose. L'autre de Dick, ben, il n'y a rien qui a changé. C'est exactement la même chose que tantôt. Simple Search, on s'en servira pas. Ce qu'on va appeler, c'est Dicho Search. Dicho Search pour des recherches dichotomiques. Ou Binary Search en anglais. Quand on fait une recherche, on lui passe le mot. On dit voici le mot que je cherche et j'aimerais que tu m'affiches si ce mot-là existe dans le dictionnaire. Donc, on reçoit un mot, le mot absorbé là, dans mon exemple. Et la façon qu'on fait une recherche dichotomique, c'est on y va, on doit d'abord savoir où on commence notre recherche. Et ici, le début va commencer à 0. Et à quel endroit on termine notre recherche? Ben, on va terminer sur le dernier mot de la liste. Donc, on a un dictionnaire avec 369 000 mots. On va commencer au mot 0 et on va terminer au mot 369 000 environ. Et ensuite, on définit où est le centre. Ben, on prend 369 000 divisé par 2. Je vais y aller avec 400 000, ça va être plus simple à compter. Supposons qu'on aurait 400 000 mots. Je débute à 0. Je sais que ma fin va être 400 000 et mon milieu, c'est le mot numéro 200 000. Alors, en ayant ces trois variables-là en tête, c'est comme ça qu'on débute une boucle. Et puis, tant que le début est plus petit que la fin, ou égal, on va vérifier le mot qui est au milieu. Le mot numéro 200 000, c'est celui-là qu'on va vérifier. En passant, il faut que je vous informe que la boucle qu'on a faite tantôt, notre dictionnaire n'est pas obligé d'être trié en ordre alphabétique. Les mots auraient pu être mélangés. Étant donné qu'on les passe tous, on aurait fini par trouver ou pas trouver. Mais dans une recherche dichotomique, c'est important que ce soit trié en ordre alphabétique. C'est très important la façon qu'on fonctionne, parce que justement, ici, on s'en va au mot 200 000 et on le compare avec le mot qu'on cherche. Comme là, vous vous souvenez qu'on cherchait le mot absorber. Est-ce que absorber est plus grand que 0? Est-ce que quand je compare le mot absorber avec le mot qui est à l'emplacement 200 000 dans ma table, qui est sûrement un mot qui commence par M ou par P, là, qui est à peu près le milieu du dictionnaire. Eh bien non, mon mot est plus petit que ça. Alors, étant donné qu'il n'est pas plus grand que 0, je vais vérifier si c'est le même mot. Est-ce que le mot absorbé, c'est le 200 millième mot? Non, c'est pas le cas. Alors, je vais dire, alors je sais à ce moment-là que mon mot est dans la première partie du dictionnaire. Donc, entre 0 et le centre. Alors, du coup, je viens d'éliminer 200 000 mots d'un coup. Ce n'est pas dans les 200 000 mots de la fin. Alors, c'est ce qui rend la recherche dichotomique rapide, parce qu'en une seule vérification ici, là, ben, en fait, c'est deux if.
j'ai réussi à éliminer 200 000 mots de mon dictionnaire. Et maintenant, je vais dire que la fin, c'est le centre, moins 1, donc le mot numéro 199 999. Donc maintenant, je vais me concentrer dans mon dictionnaire de 0 jusqu'à 199 999. Parce que je sais que c'est pas de 200 à 400 000 le mot absorbé. Alors, je vais revenir ici, je vais regarder le milieu. Ici, je vais recentrer mon milieu. Mon milieu n'est plus 200 000, maintenant c'est 100 000. Alors, est-ce que c'est le mot 100 000? Est-ce qu'il est plus petit, plus grand, le même pattern? Non, il est dans la première partie. Donc là, je retranche 100 000 mots. J'en ai retranché 200 000 tantôt. Maintenant, j'en retranche 100 000. Ma prochaine itération, vous allez comprendre que j'en retranche 50 000. La suivante, j'en enlève 25 000. Et je raffine comme ça ma recherche pour me diriger vers mon mot, pour le trouver ou ne pas le trouver. Alors, c'est pour ça que la recherche dichotomique est rapide, parce qu'elle retranche la moitié du dictionnaire d'un coup. Elle retranche le quart le suivant, le huitième le coup d'après. Et les recherches, ben, les mots s'évaporent à coup de 50 000, 25 000, 12 000. Alors, ça va très rapidement. Alors que dans l'autre mécanique de recherche, si un mot n'existe pas, il faut vraiment passer à travers tout le dictionnaire pour se rendre compte qu'il n'existe pas. Alors, c'est ça une recherche dichotomique. On y va de cette façon-là, puis à un moment donné, on va soit le trouver, ou soit qu'on va arriver à ce que notre fin est plus grande que le début. On sort de la boucle. Alors, si on l'a trouvé, on va afficher sur le même principe. Le mot absorbé existe, ou le mot X, Y, Z, Z, Z n'existe pas. Essayons, essayons notre exercice numéro 2 maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on veut voir la différence de vitesse entre l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Donc, j'ai mon exercice numéro 2 ici. Alors, si je le fais toujours juste une fois au début, juste pour m'assurer que je lis le bon nombre de mots et que ça existe, existe pas, existe, existe pas, existe, existe pas. Donc, ma méthode de recherche fonctionne. Alors là, je sais que je peux me permettre d'aller avec plus de mots. Donc, on va y aller à 500 mots, comme on a fait pour l'exercice numéro 1. Comme ça, on aura un bon comparatif. On se souvient que 500 fois 6 mots à rechercher, c'est 3000 mots. 3000 mots prenaient 13 secondes. Voyons voir maintenant combien de temps ça prend. On va envoyer dans DevNull l'output. Vous voyez, ça prend 4 centièmes de seconde. Donc, on est passé de 13 secondes à 4 centièmes de seconde. Je vais le faire plusieurs fois parce que c'est bon d'avoir une moyenne, parce qu'ici, on avait 6 centièmes. La majorité du temps, c'est 4 centièmes. Donc, on va y aller avec un petit peu plus de mots. Si on y va avec 50 000 mots, qu'est-ce qu'on... Pas 50 000 mots, mais 50 000 itérations multipliées par 6. Et là, on est dans 2 dixièmes de seconde. J'avais plutôt mis 60 000, je vais mettre plutôt 600 000. 600 000, donc 3 600 000 vérifications. Et ça prend 2 secondes environ. Je vais l'exécuter, je vais attendre un petit peu le graphique ici. Je vais l'exécuter un dernier coup. Donc, vous voyez, côté mémoire, il ne se passe rien. Donc, c'est très anodin de loader 400 000 mots en mémoire. Là. Ça prend pas beaucoup de place. Et côté CPU, ben, il y a un core qui monte à 100%. Les autres font rien parce que mon programme est single thread. Et ça dure seulement que 2 secondes. Alors, faire 3 600 000 recherches dans un dictionnaire de 400 000 mots, ça prend environ 2 secondes.
Allons-y avec notre autre exercice, le numéro 3. Le numéro 3, vous allez voir ici que j'ai modifié mon tableau. J'ai maintenant 26. C'est maintenant un tableau à 3 dimensions. Je vais y aller. En fait, au lieu d'avoir une grande liste de 370 000 mots, je préfère avoir 26 petites listes. Comme si j'avais un dictionnaire qui ne contient que les mots qui commencent par A, un dictionnaire qui contient que les mots qui commencent par B. Comme ça, je vais avoir 26 dictionnaires, mais chaque dictionnaire va être plus petit. Alors, quand je vais faire un binary search ou une recherche dichotomique là-dessus, je vais regarder c'est quoi la première lettre du mot qu'on me demande de chercher et je vais prendre un plus petit dictionnaire pour faire ma recherche. Alors, je devrais avoir un gain en performance. Du moins, c'est ce que je m'attends. La fonction pour loader le dictionnaire, mon dico search, donc on va voir qu'on ne load plus le dictionnaire comme avant. Et la recherche dichotomique est un peu changée. Au niveau de la fonction principale, il n'y a pas de changement. On va regarder les 6 mêmes mots qu'à l'habitude. Quand on amène le dictionnaire en mémoire, c'est là que ça change un peu. Vous vous rappelez tantôt que je faisais NB mots égale 0 parce que j'avais juste une liste et juste un nombre de mots à calculer. Mais maintenant que j'ai 26 listes, j'aurai pour chacun à calculer le nombre de mots dans la liste. Et pour initialiser, donc c'est une méthode un peu rapide, de faire un memory set. Donc tu vas setter la mémoire à l'adresse où j'ai mon vecteur ici. Je vais aller mettre des zéros. Et la quantité, ça va être 26 fois la longueur d'un entier. Parce que c'est un tableau de 26 entiers. Alors je vais l'initialiser d'un coup comme ça. Je fais ma boucle pareil comme je le faisais tantôt. J'enlève le caractère \n à la fin. La différence ici, c'est que le mot que je viens de lire dans le dictionnaire, je regarde c'est quoi la première lettre. Donc si la première lettre c'est A, eh bien ma cellule va être A moins A. Donc le code ASCII de A, qui est je pense 65, moins le code ASCII de A, 65 moins 65, ça fait 0. Alors, dans mes 26 cellules, c'est la cellule numéro 0 dans laquelle je vais mettre tous les mots qui commencent par A. Quand je serai rendu à B, le code ASCII de B va être 66. 66 moins A, 66 moins 65, ça fait 1. Alors, ma cellule va être 1. Donc, tous les lettres qui commencent tous les mots qui commencent par B seront à l'indice numéro 1 de mon tableau à 3 dimensions. Donc, les zéros, donc là, j'ai tous mes mots. Dans 1, j'ai tous mes mots qui commencent par B. Dans 2, j'ai tous mes mots qui commencent par C. On va aller comme ça jusqu'à 25 pour tous les mots commençant par Z. Et là, j'incrémente NB mots de la cellule que je viens d'ajouter. Donc, si je viens d'ajouter quelque chose qui commence par B, ma cellule c'est 1. Alors, NB mot indice 1, c'est lui que je vais faire plus dessus. Et puis à la fin, au lieu d'afficher le nombre de mots qu'il y a dans le dictionnaire, ben, je vais afficher plutôt pour chacune des lettres du dictionnaire combien j'ai dans chacune de mes listes. Combien j'ai de mots qui commencent par A, combien j'ai de mots qui commencent par B. Ça va me donner une idée de la grandeur de mes listes. Donc, je vais passer d'une liste de 370 000 mots à plusieurs petites listes de quelques milliers de mots chacun. Ma recherche dichotomique n'a pas tellement changé. La seule différence importante, c'est qu'au début, je regarde c'est quoi la première lettre du mot. Et si c'est un A, je mets le même principe que tantôt, le code ASCII de A moins A, ça fait 0. Et si c'est Z, ben, le code ASCII de Z moins A, ça fait 26, ou ça fait 25 plutôt. Donc, je mets cellule 25. Alors, je vais dire que la fin, ben, c'est la fin de toutes mes listes commencent à 0, de toute façon. Par contre, mes listes, la fin, ben, ça dépend de combien il y avait de mots dans la cellule en question. Et le milieu, ben, c'est cette fin-là, moins le début divisé par 2. Ben voilà, ça me donne mon milieu.
Sinon, le reste de la recherche est semblable. À la seule différence ici, si vous vous souvenez, je vais retourner dans le numéro 2. Je vais vous montrer, peut-être que ça vous a échappé tantôt. STR-CMP, je le faisais deux fois. Je le faisais une fois ici pour vérifier si mon mot est plus grand que le milieu. Et sinon, je regardais si le mot, si j'étais tombé dessus finalement. Sinon, c'est parce il est dans l'autre partie du dictionnaire. Mais STR-CMP, c'est un peu long, mais c'est relatif. Alors, ça ne me tente pas de faire ça deux fois, cette instruction-là. C'est pour ça que dans mon troisième exercice, j'ai préféré, j'ai préféré le faire une seule fois et le mettre dans une variable qui s'appelle CMP, ma comparaison, et de vérifier si CMP est plus grand que zéro ou est-ce que CMP est égal à zéro. Comme ça me fait juste faire une seule fois STR-CMP. Je devrais avoir un gain de performance léger, mais quand même, ça va être ça de gagner. Et voilà, c'est les nouvelles. Donc, maintenant, dans cet exercice 3, juste pour récapituler, on n'a plus, la principale différence, c'est qu'on n'a plus un seul dictionnaire, un gros dictionnaire, on a 26 petits dictionnaires. Et le STR-CMP, on n'en fait qu'un seul au lieu de deux. Alors, on va regarder un peu c'est quoi la différence. Vous vous souvenez, tantôt, on est passé de 3000 mots, ça prenait 13 secondes. On est passé à 3 600 000 mots qui prennent 2 secondes. Alors là, on va regarder un peu celui-là ici. Combien maintenant 3 600 000 mots va prendre de temps à, à vérifier. Alors, je l'exécute une fois, comme à l'habitude, juste pour m'assurer que tout va bien. Donc, j'ai mes 26 cellules. La cellule 0 contient tous les mots qui commencent par A, et puis il y en a 28 000. DB, il y en a 17 000. Et puis là, ben, j'ai plein de petits dictionnaires comme ça. Au lieu d'avoir un seul gros dictionnaire, j'en ai plein de petits. Et ma fonction fonctionne encore. Absorber existe, lui n'existe pas, lui il existe, lui n'existe pas. Et voilà, donc je sais que ma fonction fonctionne bien. Donc maintenant, on n'a pas besoin de tester la valeur 500. On peut tout de suite aller à 600 000, je pense. 600 000 itérations, 6 mots. On va donc faire 3 600 000 vérifications dans le dictionnaire. On se souvient que ça prenait 2 secondes dans l'exercice numéro 2. Alors voyons voir maintenant combien de temps ça va prendre. Vérifier 3 600 000 mots. Ça prend maintenant 1,2 secondes. On a presque divisé le temps par 2. Ouais. Donc, j'ai fait 3 tests. Les 3 me donnent en moyenne, arrondi un peu, 1,2 secondes. Et je vais le réexécuter juste pour voir les courbes. On voit qu'au niveau de la mémoire, ça change pas grand-chose. Au niveau du CPU, ici, on était sur un core, ici un core, ici, la moitié du temps, on était sur un core, l'autre moitié sur un autre core. Ici, on a utilisé un core CPU. Linux fonctionne comme ça, mais pas juste Linux, mais les OS. Il y a plusieurs tâches qui roulent simultanément dans un OS. Chacun demande du temps CPU et c'est le kernel qui attribue à chacun ben, je t'alloue du temps sur tel core, je t'alloue du temps sur tel core. Il arrive qu'il nous alloue le même core, mais des fois, peut dire non, maintenant, je te bascule vers un autre core. C'est un peu ça qu'on a observé dans le graphique où on voyait les deux petites barres. Donc voilà. On va juste voir ici si on retombe encore sur un core ou deux. On a eu un core. Donc voilà, ça c'est pour l'exercice numéro 3.
on améliore toujours nos temps-réponse, c'est bon. On va regarder l'exercice numéro 4 maintenant. On devrait encore euh, accélérer. Dans l'exercice numéro 4, je continue sur le binary research parce que c'était une amélioration marquante. Passer de 13 secondes à 2, ben, même pas à 2 parce qu'on compare 3000 recherches avec 3 600 000. 3000 recherches en 13 secondes, finalement, on se rend compte que c'était épouvantable. 3 600 000 en 2 secondes, ça nous a permis de voir que c'était excellent. Là, on arrive à 3 600 000 en 1.2. On se dit, OK, wow, c'est encore bon. Mais on est toujours en single thread. On a plusieurs CPU. Là, je suis sur une machine virtuelle dans laquelle j'ai choisi d'en avoir 4 CPU. Mais vous savez que dans la vraie vie, dans des entreprises, des serveurs, ils peuvent avoir beaucoup plus de CPU. Et notre programme, étant donné qu'il est single thread, ben, il est limité à toujours s'exécuter sur un seul. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multithreader avec une technique de fork. Un fork, sachez que je parle de Linux parce que je le connais bien, mais ça peut exister dans d'autres OS. Lorsqu'on lance un process, chaque process a un PID. Le PID, c'est le Process ID, Process Identification. Et les process ont également un parent PID, un parent process. La plupart des process ici, vous voyez que c'est des process du tout début du boot, quand j'ai booté la machine. Les premiers process qui démarrent, c'est le kernel, en gros, et des process vraiment de bas niveau. Mais quand j'arrive un peu plus loin dans des process qui sont un peu plus récents, vous voyez, tous ceux-là, leur parent, c'est 1. Quand ton parent, c'est 1, c'est que tu as été lancé au tout début du système. Mais vous voyez ici, on peut voir que 1594, lui, 1595, son parent, c'est 1594. Alors, système D, le CNDPAM a été lancé par système D. J'ai celui-là aussi qui a été lancé par lui. Donc, si je tue le parent, tous les enfants vont débarquer. Donc, il y a une notion de parent et enfant. Un process qui démarre, c'est le parent. Et puis, il est possible que lui-même ait un parent. Mais lorsque tu fork un process, le deuxième devient son enfant. Et un fork, c'est que le process se divise vraiment en deux. Et il y a deux instances. C'est carrément un clone. Un fork, c'est un clone, il faut le voir comme ça. Donc, à un moment donné dans le temps, on va cloner le process. Je vais vous montrer ici. Je vais aller dans le programme et je vais l'expliquer un petit peu plus tard quand je serai rendu là. Donc, j'inclus des headers de plus. Je reste sur le principe des 26 petits dictionnaires. Et puis, ma fonction main, vous voyez que j'ai créé, je vais aller vous montrer Go mthread, Go multithread. Ça ressemble à ce que j'avais dans ma fonction main dans mes autres exercices. Mais au lieu de le mettre dans main, j'ai décidé de créer une fonction. Parce que ma fonction, elle, c'est elle qui va dire, OK, au début, la façon qu'un programme s'exécute, il y a une variable qui est initialisée, une autre variable ici qui est pas initialisée, mais est réservée par le système. Et la première chose que je fais, c'est que je fais un fork. Un fork, en fait, c'est que je viens de me cloner. Maintenant, j'ai deux instances qui roulent et les deux instances sont exactement rendues au même endroit dans le programme. Les deux roulent et les deux sont rendus sur le if ici. Alors, il y a un des programmes, mettons celui-là ici. Il dit est-ce que mon PID à moi c'est 0? Est-ce que je suis un child process? Si c'est oui, il va rentrer dans la boucle ici, puis il va dire oui, je suis le child.
il va loader le dictionnaire et il va exécuter un thread. L'autre, il va dire non, je ne suis pas un child. C'est à peu près la seule différence qu'il y a dans mon clone. Tout le reste est pareil. La seule différence, il y en a un qui sait qu'il est le child. L'autre, il se dit non, moi je suis le parent. Alors, le parent va rentrer ici, il va nous écrire moi je suis le parent. Il va aussi amener le dictionnaire en mémoire. Donc là, je vais loader 2 fois le dictionnaire en mémoire. Et je vais lancer 2 fois mon itération ici de recherche de 6 mots. Donc, je vais chercher 12 mots finalement du même coup. Alors, voilà comment j'ai multithreadé mon affaire sur sur un fork. Mon fork, je vais avoir un parent et un enfant. Et les deux vont faire les mêmes tâches. Donc, je vais chercher 6 mots. Chacun ils vont être deux maintenant, chercher 6 mots. Donc, je vais chercher 12 mots en même temps. Donc, je devrais être un peu plus rapide que tantôt. Alors, on va compiler ça. Et puis maintenant, on va regarder. Alors, je vais le piper dans More pour voir un peu ce qui se passe. Donc, on voit ici au tout début, c'est écrit je suis le parent. Et on voit qu'il y a 26 dictionnaires qui ont été amenés en mémoire. Après les 26 dictionnaires, on voit j'existe, j'existe pas, donc les 6 mots ont été vérifiés. Et il y en a un qui lui dit, ah, moi je suis le child. Je suis le child numéro un. Il y en a juste un de toute façon. Lui aussi a amené en mémoire 26 petits dictionnaires. Et lui aussi les a vérifiés. Donc voilà. Donc on voit que notre programme fonctionne. Ça pourrait arriver à l'occasion que ça se déroule pas exactement dans cet ordre-là. Ça se pourrait que le child, euh, pour X raison, on était dans un run queue. Dans Linux, à chaque fois que quelqu'un veut du temps de processeur, il est mis dans une file d'attente. Et puis, il est possible des fois qu'il y en a un qui passe avant l'autre. Mais là, le parent est passé avant, puis le child est passé ensuite. Mais soyez pas surpris si à un moment donné, vous voyez les choses pas tout à fait dans une ordre logique. C'est que les deux se sont exécutés en parallèle. Il y en a un qui peut avoir passé un peu devant l'autre. Donc, on va exécuter ça pour voir. Là, j'avais fait juste une itération de ma boucle. Ici. Je vais le mettre à 600 000. À 600 000, on se souvient que ça nous fait 3 600 000 vérifications. Mais là, dans notre cas, ça va être 7 200 000. On vient de doubler le nombre de vérifications qu'on va faire dans le dictionnaire. Et moi, personnellement, je m'attends à ce que ça prenne à peu près le même temps parce que j'ai un CPU qui va en chercher 3 600 000, puis un autre CPU, mais les deux devraient pas avoir une grosse différence de temps, là. Les deux devraient travailler en parallèle, là. On va compiler ça. On va diriger ça ici dans DevNull. Vous voyez, ça prend 1,2 secondes, pareil comme ça prenait avant. Ici, on voit la ligne rouge et orange. Il y a deux CPU qui ont monté, la ligne rouge et la ligne orange, là. Ces deux CPU-là ici, ils ont chacun pris un thread. Donc, j'avais 2 threads en même temps. Je vais le relancer. J'ai encore 1,2 secondes environ. Et puis, j'ai encore ici un thread au complet. Puis, lui a commencé sur un CPU, puis il a peut-être fini sur lui et lui. Donc, comme j'expliquais tantôt, des fois, un thread peut changer de CPU, mais la somme des deux me laisse croire que c'est bon. Ça utilise en moyenne 2 cores. Donc, je le lance une autre fois. Toujours pas grand changement sur la mémoire. Un core CPU, un core, plus un peu de l'autre. Faut pas oublier aussi qu'il y a autre chose qui roule dans le serveur.
Donc, il peut s'être passé d'autres choses en même temps. Mais ce qui est bien important ici, c'est surtout ça. On voit que les temps de réponse sont toujours autour de 1,2 secondes. Alors, voilà. J'ai commencé avec 3000 en 13 secondes, 3 600 000 en 2 secondes, 3 600 000 en 1,2 secondes et maintenant 7 200 000 en 1,2 secondes. Et moi, le graphique ici me laisse croire on pourrait faire mieux. Le mieux, j'ai choisi de faire un petit script, un shell script qu'on appelle en Bash sous Linux, dans lequel je vais lancer deux threads en parallèle. Mais je sais que mes deux threads vont chacun faire un fork d'un child. Donc, je vais en avoir quatre maintenant en parallèle. Donc, là je ne serai plus à 7 200 000 en 1,2 secondes. Je vais être à 14 400 000. Et puis, voyons voir 14 400 000, combien de temps que ça prend. Ça prend encore 1,3. Bon, presque 1,2. Ah, 1,2. Mais vous voyez ici, je n'ai plus de petites lignes ici. Donc là, j'ai vraiment mes quatre CPU qui ont, qui ont été sollicités. J'avais réellement quatre threads parce que dans mon bash, j'en lance deux et je sais que les deux vont créer un child qui va faire en sorte que maintenant, j'ai quatre threads. Donc, c'est pour ça ici que j'obtiens à peu près encore 1,2 secondes ou 1,3 parce que là, je vais chercher le maximum de mon système. Je pourrais, juste pour m'amuser, on va le monter à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois 2, 20. Donc là, on va lancer 10 threads. Chacun fork un child. Donc on va avoir 20 parents et enfants, 10 parents, 10 enfants, qui en même temps, donc on va tourner autour de 72 millions, on va faire 72 millions de vérifications et on va amener en mémoire le dictionnaire au moins 20 fois. On va prendre 20 fois plus de mémoire. Donc peut-être que là, on va voir une petite différence au niveau de la mémoire, là, 20 fois. Tantôt, on n'en voyait pas, mais peut-être qu'en loadant le dictionnaire 20 fois, on va commencer à avoir une différence. Et là, étant donné que je sollicite plus de threads que j'ai de CPU, je m'attends à ce que ça prenne un peu plus de temps. Je ne m'attends pas à ce que ça prenne 1,2 secondes. Bon, on va voir tout ça ici. Donc, on voit que c'est un peu plus long. On voit ici que la mémoire, on a eu un comportement ici au niveau de la mémoire. On sent qu'on a pris un peu plus. Et on voit que tous les CPU ont été sollicités pendant 7 secondes environ. Donc, 72 millions en 7 secondes. C'est quand même pas si mal. Et puis, on voit parfaitement le comportement ici. Alors voilà, c'était un aperçu. Pour les débutants, j'ai fait une simple book 4, très simple à comprendre, ma premier exercice. Par contre, le deuxième, troisième, quatrième, en augmentant, là, on inclut des recherches dichotomiques, du multithreading. Donc, il y en a aussi pour un peu des intermédiaires ou des avancées en programmation qui vont y trouver leur compte. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.